Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 8e Facebook Live en direct ce soir de la capitale de la Haute-Garonne, Toulouse, et dans un lieu un petit peu particulier, vous voyez derrière nous, et puis visiblement le monsieur qui est là est un petit peu connu, donc ça place un peu les choses quand même, je crois. On est évidemment au stade Ernest Vallon, dont Didier Lacroix, et vous avez les clés, c'est ça Didier ? On a juste les clés de façon transitoire quand on est président, entre deux présidents, celui qui vous précède et celui qui vous succède, et on essaye de faire au mieux. C'est beau, quelle politique déjà, ça commence très fort je trouve. Voilà. Merci de nous accueillir Didier, c'est un plaisir d'être dans cette enceinte qui est mythique, pour vous aussi mine de rien. Ah ben moi ça fait un petit moment que j'y suis, donc je la connais un peu, pas tout à fait sous cette forme, et puis elle s'améliore, on en parlera tout à l'heure, de jour en jour. C'est un lieu public, le Stade Toulousain, même s'il est privé, qu'il appartient aux amis du stade, historiquement, c'est un lieu public fait pour vous recevoir le public jour de match, recevoir le 13, recevoir plein de manifestations, le 7, il y a encore quelques jours, et on est ravis de recevoir tout type de public, bien entendu, sur ce site. C'est un lieu très vivant et vous le prouvez aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a une info à balancer de suite, parce qu'on va porter un nouveau maillot, c'est ça? C'est à peu près le cas chaque année quand même. Ouais. Je sais pas si vous en êtes aperçu. Aujourd'hui, ça tombe bien, c'est aujourd'hui pour la présentation de ce nouveau maillot. À l'effigie des années 90, Jean-Marie Cadieux finissait juste sa carrière à ce moment-là. Il nous rejoint tout à l'heure, Jean-Marie, il est là. Et il a initié la génération que j'incarne, en tout cas devant vous. Donc ce maillot nous plaît à nous. Maintenant, il faut qu'il plaise au public. Il plaît chaque année, non ? Écoutez, tant mieux. On a même réussi l'année dernière à faire un exploit de vendre l'intégralité des maillots sans l'avoir porté. C'était le maillot de Coupe d'Europe de Thomas Pasquet. Une belle histoire, une jolie storytelling. Sauf que on n'a pas pu le porter pendant 2 matchs. Au Munster et à Ulster. Les 2 fois où on est allé en Irlande, ils jouaient eux aussi en rouge. Et au moment où on a commencé à le porter, on n'avait plus de maillot à vendre. Alors maintenant, on a ce marketing de la rareté sur ce maillot. En plus de ça, entre-temps, on a été champion d'Europe avec ce maillot, ce qui reste quand même un magnifique souvenir. J'ai pas appris la nouvelle, c'est incroyable. L'entraînement a repris, je crois. Ah oui. Parce que c'est bien joli de faire les malins, d'avoir des maillots, d'avoir des coupes, et puis... Même si on est ravis d'avoir eu un instant plus que festif à la fin de la saison. À un moment, il faut mettre les compteurs à zéro. Reprendre. On peut pas tout à fait reprendre la veille du match. Le prochain match, c'est dans quelques jours avec un match amical à Nîmes contre Toulon. Qui en plus de ça est notre premier adversaire à domicile, puisque la 2e journée nous recevrons également le RC Toulon un dimanche soir. Donc oui, c'est plus que parti. C'est studieux. C'est encore une fois un nouveau cru qui s'annonce et que l'on espère le plus savoureux possible. Et avec un avenir qui se prépare avec de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de jouer, d'approcher les choses. Alors ça, au Stade Toulousain, on essaye de cultiver ça depuis des années, l'innovation au sens large du terme. Bien sûr que c'est de la remise en question, c'est de nouvelles façons de s'entraîner, c'est de nouveaux contenus également, ce sont de nouveaux joueurs également qui viennent renforcer l'équipe, les anciens qui commencent à se faire titiller par les jeunes. Voilà, l'histoire se perpétue, mais elle ne se recopie pas à l'identique d'une saison à l'autre, même si on aurait bien aimé copier la dernière saison. Elle était pas mal celle-là, chapeau. On le dit, on est à Toulouse, c'est le stade toulousain, mais on est en Haute-Garonne. Vous avez le sentiment de porter aussi les couleurs du département de la Haute-Garonne? Alors très clairement oui, même si on parle très souvent de nos amis columérins également qui sont juste à nos côtés en Pro D2 et dans la ligue professionnelle. Oui, le Stade Toulousain a pour vocation et intention d'être un club qui rayonne bien au-delà de sa ville, sur son département. On peut même aller jusqu'à la région, bien entendu. C'est un département de rugby. C'est un département que l'on essaye de nourrir également pour
encourager la formation, encourager la structuration des clubs. C'est pour ça que grâce au conseil départemental, on se déplace un petit peu sur le département, on fait des entraînements délocalisés. Ça permet de motiver les éducateurs à être encore plus présents auprès des jeunes, de leur livrer un peu de savoir-faire également pour que, encore une fois, le rugby naisse par la base dans nos petits clubs. Et puis on espère recevoir encore plein de joueurs du département qui viendront sur ce terrain briller avec l'équipe première du Stade Toulousain. On serait sur scène, je dirais applaudissez-le, mais c'est presque ça. Merci Didier Lacroix de nous accueillir. Merci à vous. Merci et bienvenue chez vous. Merci beaucoup de nous accueillir, d'être dans cette enceinte qui fait briller les yeux depuis tout à l'heure de tout le monde. Et puis on va commencer l'émission avec les rendez-vous habituels que connaissent les internautes. Vous restez avec nous bien sûr. Il y a des choses à goûter tout à l'heure si vous voulez, mais si vous avez le temps, parce que la journée est quand même un petit peu chargée. Hein. On a de bons joueurs, mais on a un bon chef aussi. Et on va le voir tout de suite dans quelques secondes. Ouais, absolument. Merci Didier. Je vais tout de même vous présenter les premiers intervenants de ce plateau qui sont avec nous, avec Vicenta Molinero qui est ici pour représenter le musée Aéroscopia. On va parler des nouveautés et puis de ce musée qui est très particulier, qui est jeune à Toulouse, Aéroscopia. On va l'évoquer tout à l'heure. À vos côtés, Vicenta, Valérie Clavé qui est ici pour représenter la Cité de l'Espace. Alors, et l'envol des pionniers, il ne faut pas l'oublier. Vous avez plusieurs casquettes, c'est incroyable. Directrice marketing, com, vente, enfin c'est incroyable. Donc on va en parler dans 2 minutes. Et à ma gauche, les messieurs pour terminer, Francis Duranton, responsable, directeur du Muséum de Toulouse. Depuis quelle année, Francis? Directeur du muséum depuis 2011, je crois, oui. Et au muséum depuis 1982. Le champagne, c'est pour vous, là, voilà, ça fait 10 ans. D'accord. Et puis, en charge des musées de la ville, évidemment. Et on va évoquer tout ça dans 2 minutes. Merci à tous et à tout de suite. Et alors, évidemment, Didier Lacroix en parlait, mais on va plus que sentir les choses, on va les goûter pour vous. Malheureusement, vous n'êtes pas là, mais nous, on va les goûter avec le chef du... vous voyez, comme chaque fois, j'essaye de sauver ma vie, mais c'est compliqué avec cette émission. Le chef de la brasserie du stade qui est avec nous et ravi de vous retrouver ce soir, Sébastien Garcia. Je vous laisse, hop, là. Stéphane, pardon, décidément, je me trompe parce qu'il y a un autre chef qui nous disait c'est mon cassoulet le meilleur. Ah. Il y a un problème, il va falloir en parler tout à l'heure. Il y a une guerre du cassoulet. Oui, je pense, ouais. Donc Stéphane, merci de nous accueillir aussi avec Didier. On est chez vous pour évoquer un plat emblématique. Ah, le cassoulet. C'est ça? Le cassoulet toulousain. Toulousain? Ah, ben on a préféré, oui, dans le sens où par rapport à la cuisson de nos haricots, on a préféré prendre des haricots de Tarbet, donc ils sont plus de la région. D'accord. Donc on appelle ça un cassoulet toulousain, oui. Grâce à ces haricots. Oui, parce qu'il faut le dire aux internautes qui ne connaissent peut-être pas la distinction. Il y a le cassoulet de Toulouse, de Castelnaudary, de Carcassonne. Et après, c'est comme avec le Covid, il y a des variants. Tout à fait. Hein, très précis dans la région. On va découvrir tout ça tout à l'heure. Là, les ingrédients à rajouter, voilà. Ça mijote? On a commencé, oui, parce que la cuisson est un peu longue, donc on a commencé à avancer un peu la cuisson des haricots. On va rajouter après une petite garniture aromatique, un peu de sendou à l'ail, un peu de couane. Bah, ça y est, on a déjà faim. On revient tout à l'heure vers vous, Stéphane. Merci. Garcia, le chef de la brasserie du stade, avec ce cassoulet qui mijote et que nous allons tous déguster tout à l'heure. Et vraiment, si vous avez l'occasion de venir, évidemment, à Toulouse, ne manquez pas la table de Stéphane, qui est ouverte. On peut y accéder. Oui, hein. Didier le disait, le stade est ouvert, la brasserie est ouverte. Avant cela, on fait un petit saut sur Toulouse. Pour vous qui ne la connaissez pas ou pour vous qui voulez venir, voici Toulouse de long en large avec toutes ces splendeurs à découvrir. À tout de suite.
Bienvenue à Toulouse au stade Ernest Vallon en direct sur Facebook avec ce premier plateau qui va évoquer l'aspect muséal, loisir de la ville qui est très riche, dense et on va le découvrir avec peut-être l'histoire, comme je suis directeur, même si Francis est au muséum et que ça s'impose, peut-être l'histoire de l'aéronautique, l'histoire spatiale qui sont des vecteurs forts à Toulouse. Peut-être Valérie Clavé qui est directrice marketing vente de la Cité de l'Espace et de l'envol des pionniers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce contexte autour du spatial à Toulouse? On est capitale? Alors, Toulouse, capitale européenne du spatial. Voilà. Donc, pourquoi déjà, la Cité de l'Espace? Mais au-delà de la capitale européenne du spatial, avant, il y a une histoire à raconter parce que le spatial est né bien après l'aéronautique. Et donc, l'envol des pionniers, ce site raconte l'aventure de l'aéropostale, de ses aviateurs, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry, la TECOR, sur le site historique. Et pourquoi on dit un site historique? Donc, l'envol des pionniers, il a ouvert en décembre 2018. Bravo. Voilà, décembre 2018. Bravo. Pourquoi décembre 2018? Je sais pas, il y avait une date anniversaire. Il y avait une date anniversaire. Oui. Donc 100 ans du début de cette histoire. Donc il y a 100 ans, il faut s'imaginer, donc on se repositionne en 1917. En 1917, c'est la guerre. Et au niveau du gouvernement français, on souhaite construire un maximum d'avions. Donc on va demander à des constructeurs qui ne sont pas des constructeurs à la base d'avions de voir s'ils peuvent construire des avions. Et donc Pierre-Georges Latécoère va se dire, bon mais moi je sais déjà construire des wagons et j'ai des usines et si je me lançais dans l'aventure. Et donc en très très peu de temps, il va construire des centaines d'avions, un peu moins de 1000 avions, hein, une année et quelques. Et donc, il va se retrouver avec toute une flotte d'avions pour la guerre. Et finalement, on connaît l'histoire. Et en 1918, tout ça va s'arrêter. Et là, c'est là où va démarrer toute cette histoire de l'aviation, hein, et de l'aéropostale et à Toulouse. Ouais. Et donc on commence en 1918 avec l'idée d'aller au-delà des frontières, d'aller distribuer du courrier, de relier les hommes, et donc de relier les hommes en Espagne, mais en Afrique et puis en Amérique du Sud. Et donc c'est là où donc on crée en 1927 l'aéropostale et jusqu'à Air France en 1933. Voilà. Et après, on continue avec Airbus. Elle est parfaite, voilà. Et voilà. Airbus, mine de rien, on trouve quelques exemplaires chez vous à Aeroscopia. Alors oui, effectivement, nous avons une belle collection de 37 appareils, dont des Airbus, qui sont... nous sommes à proximité, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Hein, pour un musée, c'est vraiment une situation exceptionnelle d'avoir à proximité les constructeurs. Et comme le disait Valérie, nous sommes capitale aéronautique, capitale européenne de l'aéronautique également, à Toulouse, spatiale et aéronautique. Et donc effectivement, nous avons une très belle collection, dont des Airbus, qui sont... depuis peu d'ailleurs au niveau du tarmac nord, l'Airbus A380, le géant des airs. Qui est la star, on va dire, hein, c'est ça? Oui, on peut dire quand même qu'il est, il est bien plébiscité par les visiteurs. Et donc on peut découvrir cette A380. Et pas seulement, hein, parce qu'on le disait, il y a l'histoire. Hein, chez Aeroscopia, on voit Concorde, on voit l'A300, on voit de vieilles bestioles aussi. Hein. Oui, on a une belle collection qui est une collection qui représente le patrimoine aéronautique local, hein, donc de la Caravelle, fleuron de l'industrie aéronautique des années 50, en passant par la 300. OSS 117 le prend régulièrement, je crois. Il me semble. Donc la 300B, qui est le premier modèle de la famille Airbus, la 400M, plus récent, l'avion militaire d'Airbus, et puis la 380, effectivement. Mais je crois qu'avec les dates et les numéros, vous n'allez pas pouvoir lutter, parce que Francis Duranton, lui, il a des choses qui datent davantage encore. Francis, je le disais, vous êtes directeur du muséum, donc forcément les collections sont très impressionnantes. On ne les voit pas toutes et puis les expositions donnent des opportunités régulières de les découvrir. Oui, tout à fait. On ne voit pas toutes les collections du muséum parce qu'il y a à peu près 2,5 millions d'objets dans les collections du muséum. Et alors, le plus vieux, c'est un petit clin d'œil à Valérie, le plus vieux, il date de la formation du système solaire. Puisque le plus vieil échantillon que l'on a, c'est la météorite d'Orgueil, qui est la référence d'ailleurs pour les chercheurs dans le domaine spatial. Hein, c'est la référence pour les météorites carbonées. Donc, si vous voulez, c'est le maître étalon des météorites qui contiennent les premières briques des choses qui vont conduire aux acides aminés
dont nous avons absolument besoin pour vivre. Est-ce qu'on peut lutter avec ça, avec la roche de Lune qui est à la Cité de l'Espace ou pas? Ah mais la roche de Lune c'est contemporain, on peut pas la dater. C'est juste après. C'est juste après. Voilà. D'accord. Donc on a un échantillon très vieux, très vieux. Et puis après, bien sûr, on a énormément de collections, dont des collections historiques tirées du sous-sol toulousain. On a par exemple les mammouths du Jardin des Plantes, découverts au Jardin des Plantes ou sous le boulevard de Strasbourg. Ça va bien, Francis, des mammouths il y a eu des mammouths au Jardin des Plantes, au boulevard de Strasbourg. On a le rhinocéros qui date d'il y a 25 millions d'années, trouvé en creusant le métro dans la station à côté de Wilson, voilà, sur les allées Jean Jaurès. Donc on a des choses tout à fait surprenantes dans les collections de musées. Et bien sûr, on sort tout ça régulièrement pour des expositions ou différentes manifestations. Oui, avec des thématiques chaque année. Chaque année, il y a effectivement des thématiques d'exposition. Cette année, on a choisi une thématique un peu surprenante, c'est magie et sorcellerie. Voilà, magie et sorcellerie. On n'est pas dans la science aussi? Ah si, parce que là, il faut voir que beaucoup d'inventions scientifiques au départ ont été prises pour de la magie. Je veux dire, le cinéma au début c'était la lanterne magique. Voilà, il y a énormément d'inventions, si vous voulez, qui sont des résultats d'avancées technologiques, scientifiques, qui au début sont présentées comme des choses magiques et souvent même comme des éléments pour distraire le public pendant les foires, autrefois au 19e siècle. Donc oui, et explorer la dimension de la magie, c'est explorer la dimension entre le croire et le savoir. Tout notre côté irrationnel dans un pays qui cultive Descartes. Donc c'est quand même surprenant. Voilà. Oui, le décalage est là. Par contre, chez vous, Valérie, à la Cité de l'Espace, si on l'évoque, on est dans des choses très tangibles, très cadrées, parce que là, on n'a pas droit à l'erreur avec l'espace. Non, mais le rêve a aussi sa place avec l'astronomie. Donc, elle est forte. Donc oui, la Cité de l'Espace, c'est un jour de visite dédié à l'aventure spatiale, mais dédié aussi à l'astronomie. Il ne faut pas oublier, le rêve est vraiment important pour le spatial, en fait. Et vous verrez, si vous rencontrez des chercheurs qui travaillent dans le spatial, c'est tous des rêveurs à la base. Ils n'ont pas fait ce métier par hasard. Ils sont avant tout passionnés, rêveurs, et ils ont envie de voir qu'est-ce qui se passe au-delà de notre Terre. Et il ne faut pas oublier que c'est en interrogeant les astres que l'on a bâti l'astronomie. Donc la relation entre l'astrologie et l'astronomie est évidente. Voilà, tout est dit. Donc il faut qu'on vienne vous voir, venez voir ces lieux de culture scientifique. C'est mine de rien un terme qui n'est pas employé dans beaucoup de villes, la culture scientifique. Je crois que Toulouse est la capitale française, au moins, et une des capitales européennes de la culture scientifique. Sans vous vanter, vous dites ça. Non, c'est la réalité. Je veux dire, vous imaginez le nombre d'équipements de culture scientifique qu'il y a sur Toulouse? Aéroscopia, la Cité, l'envol des pionniers, le muséum, le quai des savoirs. Enfin voilà, on a quand même un terreau tout à fait exceptionnel. Et je ne parle même pas de tout le réseau des grandes écoles, des chercheurs, des universités. Donc on est vraiment une ville de culture scientifique. Et Aéroscopia est le petit dernier de la liste que vient de donner Francis. Oui, effectivement, nous on est arrivé en janvier 2015. Oui. Donc on est un lieu de partage et d'échange, de partage de la culture scientifique aéronautique. Et c'est vrai que on a de quoi faire, effectivement. Oui, avec des chiffres de fréquentation qui sont impressionnants, je crois, non? Alors, oui. Bon, évidemment, le contexte est particulier, mais évidemment. Oui, tout à fait. Oui, au niveau du musée, on a en moyenne 185 000 visiteurs par an qui viennent au musée pour découvrir la collection et toutes les animations que l'on propose autour de cette culture scientifique aéronautique. Donc, effectivement, c'est une belle fréquentation. Et là, on a vu cet été que ça reprenait bien, donc ça nous encourage, ça encourage tous les lieux touristiques de Toulouse. Chez vous aussi, à la Cité? Dans la Cité de l'Espace, c'est 400 000 visiteurs par an. Et cet été, on a fait un très bel été qui nous place dans les meilleurs étés depuis l'ouverture de la Cité de l'Espace. Super, tant mieux, on est heureux. À Toulouse, il y a aussi, en dehors du muséum, il y a d'autres musées dont vous avez la charge, Francis Duranton. J'ai aussi la charge, mais effectivement, il y a un terreau de musées tout à fait exceptionnel à Toulouse. Alors il y a à la fois les musées, puis il y a aussi des monuments. Je pense pour les musées, il y a les Augustins, Paul Dupuis, Georges Labitte, Saint-Raymond, le musée de l'Affiche, il y a la galerie du Château d'Eau, et puis il y a tous les monuments, comme Saint-Cernin, bien évidemment, qui est quand même la plus grande basilique romane conservée en Europe. Classée UNESCO. Classée à l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques, voilà, dans un bien en série de l'UNESCO. Et puis on a également, bien évidemment, le couvent des Jacobins, qui est quand même
un des hauts lieux, je dirais, du tourisme toulousain. On a là aussi la fin de la saison estivale avec des expositions qui se terminent, mais plein de choses arrivent. Ah oui, alors là, il y a énormément de choses qui arrivent, puisqu'en général, la rentrée aussi, c'est aussi la rentrée pour les expositions. Donc effectivement, la période estivale s'achève. Elle s'achève également chez nos amis du musée d'art moderne et du musée d'art contemporain, les abattoirs. Voilà, elle s'achève avec. Il faut aller la voir d'ailleurs, leur superbe expo sur la revue noire, j'allais vous dire, tout à fait exceptionnelle, qu'il faut absolument aller voir. Il reste plus que quelques jours, c'est vraiment le moment d'y aller. Voilà. Et puis tout se prépare. Le printemps de septembre, on va investir un certain nombre de lieux. Il va investir le musée de l'affiche de Toulouse, il va investir la galerie du Château d'Eau, il va investir les Jacobins. Et puis ensuite, derrière, la programmation continue avec des choses tout à fait exceptionnelles. Une expo Théodule Ribaud, Délicieuse Obscurité, qui va se montrer dans le musée des Augustins. Une expo avec des objets du Louvre qui va te présenter à Paul Dupuis. De nouvelles expos. Et la licorne. La licorne. Et puis voilà, je gardais la licorne pour la fin. La dame à la licorne qui va quitter le musée de Cluny. Elle est partie 3 fois du musée de Cluny. Une fois pour aller en Amérique du Sud, une autre fois au Japon, et la 3e fois pour venir à Toulouse. Voilà. Et elle vient à Toulouse en fin d'année. Ça sera l'exposition tout à fait exceptionnelle qu'il va falloir découvrir à partir de la fin octobre jusqu'au mois de janvier. 30 octobre et au-delà. Et là, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Un événement à Toulouse, là aussi, un de plus. Chez vous, les événements aussi, ça manque pas. Alors, il y a le suivi de la mission Alpha, je crois. Donc, la Cité de l'Espace, on est toujours au cœur de l'actualité. Donc, au-delà déjà du contenu de la Cité de l'Espace, donc à rappeler, nous avons des engins spatiaux grandeur nature avec la station Mir qui peut être visitée, la fusée Ariane de 53 mètres de haut auquel on peut se mettre au pied, également 4000 mètres carrés d'expo avec des animations où il y a des animateurs scientifiques qui font avec vous des expériences sur l'environnement lunaire, sur l'environnement martien. Nous avons également 2 planétariums et nous sommes au cœur de l'actualité avec l'exposition Suivi Mission Alpha, donc de Thomas Pesquet, parce que Thomas Pesquet, notre astronaute français et bien sûr européen, est actuellement dans la Station Spatiale Internationale. Non, pour ceux qui ne le savent pas encore. Ah non, incroyable. Mais ça peut. Oui. et donc on a une exposition qui explique pourquoi on y va. Parce qu'on n'y va pas que pour prendre des photos de la Terre, on y va également pour des expériences. Donc il y a plus d'une centaine d'expériences qui sont effectuées dans la station pendant la mission Alpha, et qui permettent de faire beaucoup de transferts de technologies, autant en médecine que dans d'autres technologies. Donc il y a vraiment des avancées qui sont dues à ces expériences-là. Et les scolaires sont très nombreux. Et les scolaires sont on accueille à peu près 50 000 scolaires par an. Voilà, on espère les accueillir encore à cet automne nombreux avec le pass sanitaire. Mais oui, nous accueillons autant des primaires que des collégiens et des lycéens qui viennent donc de la région, du département et également d'au-delà en fait. Bien sûr. Chez vous aussi, à Aéroscopia? Oui, bien sûr. On reçoit beaucoup de monde. On reçoit beaucoup de monde, tout type de public, et les scolaires aussi, bien sûr, puisqu'on a au musée la ferme de Pinot, où l'on accueille ces groupes scolaires pour faire des ateliers pédagogiques, donc de la maternelle au lycée, à la terminale, donc tous les niveaux, pour expliquer les principes fondamentaux de l'aéronautique aux petits comme aux grands. Et puis après, des animations tout au long de l'année, pendant les vacances scolaires également, pour les petits, c'est très riche, les grands. Le programme. On a une programmation très riche pour tout public. Et par contre, qu'est-ce que vous allez amener sur les tarmacs? Vous avez tout? On aimerait bien à 350. Ah, le petit nouveau. Il faut lancer le message. On pourrait avoir une livraison de 350. Un petit à 350, ça serait sympa, à côté du 380. Oui, parce que là, vraiment, on a toutes les étapes, tous les beaux appareils. On a de beaux modèles. Et donc, voilà. C'est très impressionnant à Aéroscopia. Allez-y, Francis. Et on a évoqué, effectivement, Thomas Pesquet, il n'a échappé à personne, qui poste régulièrement des photographies depuis la station spatiale. Et quand même, le grand événement photographique à Toulouse, il y a un double événement photographique. D'abord, on va fêter le centenaire de Jean Dieu-Z, avec une très grande exposition qui va lui être consacrée en fin d'année. Ah ben quand même. Au Jacobin, avec une exposition rétrospective de toute son œuvre qui est colossale, vraiment un photographe à l'égal des quartiers Bresson. Qui a même photographié des avions. Et qui a photographié des avions. On a actuellement une exposition au musée Dieu-Z. Tout à fait. Et puis le deuxième événement, ça sera la première rétrospective d'un grand photographe américain, Nicholas Nixon, qui va avoir lieu à la fin de l'année à la galerie du Château d'Eau, Toulouse, terre de photo, terre d'espace. Terre de festival et terre de plein de choses, oui. Et à l'envol des pionniers, n'oublions pas. Donc l'envol des pionniers a actuellement une grande exposition dédiée
Antoine de Saint-Exupéry, l'écrivain aviateur, avec des statues représentant tous les personnages qu'on peut imaginer dans Le Petit Prince, qui sont somptueuses. Donc cette exposition est là jusqu'à la fin de l'année. Donc pour ceux qui ne sont pas encore venus, n'hésitez pas. Les 3 lieux et davantage évidemment méritent votre intérêt si vous êtes en visite en Haute-Garonne et à Toulouse. Merci pour votre gentillesse, votre disponibilité. Merci, on était ravis de vous avoir pour découvrir ces lieux, en apprendre davantage. Les fiches s'envolent, on est en direct, tout va bien. On est au stade Ernest Vallon, donc ça va pas aller loin. Voilà. Merci beaucoup. On passe à de la musique maintenant avec une artiste qui est programmée samedi, qu'on va accueillir d'ici quelques secondes dans le cadre du festival 31 notes d'été. À tout de suite. Nous revoici sur le plateau du Facebook Live en direct du stade Ernest Vallon à Toulouse. Merci de nous rejoindre si c'est le cas et puis merci de nous suivre nombreux, je crois. Si vous avez des questions, j'en profite, tiens, si vous avez des questions à poser sur les intervenants, sur les activités dont on a parlé, n'hésitez pas à vous manifester sur Internet, c'est fait pour ça, ça sert à ça. Et bonjour Julia Pertuis. Bonjour. Comment ça va? Pascal, ça va très bien. Très heureux de vous voir enfin avec un des instruments que vous pratiquez. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est pas une contrebasse? Non. Comme indiqué parfois, mais non, c'est bien un violoncelle. Une belle violoncelle, un bel instrument. Ouais. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre pratique musicale, vocale? Parce que vous êtes une élève des écoles de Toulouse, on va le dire déjà. Oui, je sors de l'ISDAT, c'est l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Et en fait, depuis peu, je me lance dans mon projet, du coup, depuis la sortie de cette école, là, l'an dernier. Et c'est de la chanson. C'est de la chanson, je m'accompagne d'un clavier et de mon violoncelle. Voilà. Et je chante. Et j'écris mes textes et la musique. Et voilà. Et alors, les gens qui ne vous connaissent pas vont peut-être être heureux d'apprendre que vous avez quelques prix au passage depuis la sortie de l'école. Tout à fait. J'ai eu le prix Claude Nougaro. C'est pas rien. C'est pas rien. C'était un très beau prix. Et cette année aussi, j'ai eu un des prix RCO, c'est Réseau Chansons Occitanie. Oui. Et je suis très heureuse. Donc c'est un dispositif d'accompagnement sur toute la région Occitanie qui m'a permis d'avoir des très belles dates aussi cet été et donc un accompagnement pour cette année. Une carrière qui débute et qui débute sous les meilleurs auspices. On vous écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter un morceau qui s'appelle Monsieur Charme. Bon, allez, on en reparle tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. Merci Julia Pertuis. J'introduis juste. Ben oui, je vous laisse. C'est un morceau, voilà, que c'est l'histoire d'une rencontre, réelle ou pas, je vous laisse imaginer. Et c'est un des morceaux que mes suiveurs Instagram ont choisi parce que je vais jouer 2 morceaux aujourd'hui. Et donc voilà le premier. Sur les toits des villes, en pleure, on entend le tambour des cœurs. Battement de la contradiction, celle de dire non à notre propulsion. Buvant un cidre aussi amer que ces journées foutues en l'air, mon regard se fixe à travers le miroir de toutes ces bières. Si élégant et pourtant sur sa tête une casquette cachant bien d'autres silhouettes. Charme, charme, je suis là, vous ne me voyez toujours pas. Prise dans un jeu d'actrice, entre ses mains je glisse
un petit bout de papier un peu déchiré, surtout pas d'artifice. Touché par son charme fou, charmé par son bel atout, facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Toujours on rêve de voir devant nous notre idéal, facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Pourtant, quelques heures plus tard, on se donnait rendez-vous devant ce même comptoir. Et quelques mois plus tard, on se quittait plus du regard, comme quoi c'est beau d'y croire. Touché par son charme fou, charmé par son bel atout, facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Toujours on rêve de voir devant nous notre idéal, facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Touché par son charme fou, charmé par son bel atout, facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Sur les toits des villes en joie, on entend le tambour des cœurs bas, bas, battement de nos intuitions, celle de dire oui à notre propulsion. Merci beaucoup. Julia Pertuis en direct sur tous les réseaux mondiaux, c'est incroyable, quel succès, quel talent. Tout à fait, absolument. Bon. Monsieur Charme, donc on écoute autre chose tout à l'heure. Tiens, la sirène est arrivée juste après, donc c'était parfait. Voilà. C'était magnifique avec cette ambiance et puis la poésie de ce morceau, c'était très chouette. Et bien merci, on se retrouve tout à l'heure pour un autre morceau. Elle est, Julia, samedi à 11 h au château de l'Aréole, hein, c'est ça, dans le cadre des matinales du festival qui sont une nouveauté cette année. Un festival que je vous conseille aussi si vous venez en Haute-Garonne, puisque on peut découvrir la scène locale et au-delà dans des lieux de patrimoine très sympas, et aussi faire des visites touristiques, puisque les équipes de Haute-Garonne Tourisme et de la DAV, qui est chargée de la musique au conseil départemental, organisent toute votre journée, et c'est vraiment un moment précieux chaque fois. Et Julia sera là samedi. On a un autre événement à vous proposer maintenant. Figurez-vous qu'un autre artiste a failli être parmi nous, et puis en fait il a eu un petit souci sur un vélo il y a quelques mois, et puis il a repris la scène maintenant. Il s'agit de Jean-Pierre Madère. Bah oui, vous le savez peut-être, les réseaux sociaux ont résonné de cette info. Il a bien voulu nous accorder quelques minutes pour évoquer sa passion pour Toulouse, évidemment, puisque c'est un natif de la ville, et depuis de bien longues années, on dira pas son âge, et puis de la Haute-Garonne, et puis également ses projets. Vous allez voir, on se retrouve dans quelques minutes. Voici Jean-Pierre Madère pour la Haute-Garonne part en live. Bonjour Jean-Pierre Madère, ravi de vous accueillir sur le plateau de la Haute-Garonne part en live. Un moment privilégié que vous nous offrez après des péripéties qu'on va évoquer, et puis une présence à Toulouse forte, parce que quand on pense à la ville, à la Haute-Garonne, on pense aussi à Jean-Pierre Madère. C'est une vie de présence à Toulouse qui est derrière vous, c'est vraiment un amour très fort de la ville. Bah, disons que j'ai passé toute ma vie, je suis né ici. J'ai fait ma scolarité ici, j'ai eu la chance, je viens d'un milieu je suis un fils d'ouvrier, mais j'ai eu la chance d'être dans des lycées un peu particuliers. J'étais à Saint-Joseph, chez les Jésuites, et du coup, là, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient, vers l'adolescence, qui avaient l'amour de la musique. Et donc, du coup, c'est une ville qui m'a toujours porté un peu en avant, qui m'a hissé vers le haut.
c'est vrai que c'est une ville, c'est la bonne dimension pour moi. Elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite. À un moment donné, elle nous a permis, nous musiciens, à travers le studio Condorcet, d'avoir une sorte de famille à la fois musicale et psychologique. Ça nous a permis d'apprendre ce métier un peu différemment. On était peut-être plus armés que d'autres villes à essayer d'enregistrer, à passer à la radio. Enfin, il y avait quelque chose comme ça c'est un peu le swinging Toulouse que j'ai connu, avec des gens de grand talent, évidemment, des studios, des choses comme ça. Il y a très peu de villes en France qui offrent ça. Et peut-être que si j'étais pas né à Toulouse, peut-être j'aurais jamais fait de musique. Ça explique aussi peut-être le succès de la tournée, de tout cet engouement autour des années 80, parce que c'est vraiment toujours pas démodé cette période. Disons que si, ça a été très démodé à un moment donné, mais comme je le dis souvent en rigolant, quand on a été démodé, on peut plus être redémodé. On est devenu vintage, c'est-à-dire que tout d'un coup, ces chansons qu'on avait écrites quand on était jeune, qu'on y croyait, qu'il y avait cette espèce de ferveur, tout d'un coup, c'est normal, c'est comme un grand couturier, elles sont passées de mode. Et là, pour un fait quand même assez miraculeux, on est un des rares pays à avoir ce revival-là. Tout d'un coup, peut-être aussi, ça vient du fait que c'était l'alternance politique, l'ouverture des radios libres par Mitterrand, etc., la fête de la musique avec Jacques Lang, etc. Il y a une cristallisation de ces années 80, et on est la bande de son de tous ces bons souvenirs, la bande de son d'une vie un peu moins anxiogène qu'aujourd'hui. On le voit évidemment avec le Covid. Et je crois qu'on a marqué cette période. C'est la bande de son des jours heureux. On boucle la boucle. On revient à Toulouse. Il y a des lieux favoris, à part ceux où a eu lieu le malheureux accident en mai dernier. Il y a des lieux importants, forts, favoris. Oui, moi évidemment, j'aime mon quartier, qui est le quartier des Chalets. Puisque bon, voilà, j'ai vu grandir mes enfants qui maintenant sont grands. Donc du coup... voilà, il y a une espèce de, tu vois, de nostalgie de les amener à l'école, d'aller chercher la chocolatine, d'aller, voilà, il y a un truc comme ça. Le pain au chocolat. Non, je l'ai pas dit. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même ce quartier avec ses mamies il y en a qui sont partis, malheureusement, les petits chiens, enfin, tu vois, c'est-à-dire que quand on fait des choses un peu particulières, comme moi, de la musique, être un peu seul, tout d'un coup, aller dans ce quartier avec des rues comme ça, très familiales, ça te permet aussi de reprendre contact avec la vraie vie. Et tu vois, ces mamies qui me parlaient du temps, de machin, de leur chien, mais quelque part, ça fait vachement de bien parce que après, tu rentres, tu mets la basse à fond et l'ampli. Mais en tout cas, ce petit moment que tu passes, qui est pas hors du temps, qui est dans la vraie réalité, je pense que pour un musicien, tu vois, de pas être déconnecté, c'est la chose la plus importante parce qu'évidemment, ça peut vite partir en live parce que, évidemment, tout le monde te dit que c'est super, tu remplis des zéniths. Il faut faire très, très attention à ça. Il faut pas se couper, si tu veux, de pourquoi on a fait de la musique, en fait. Pourquoi on a eu 15 ans, pourquoi on a aimé les Beatles, pourquoi on a aimé les Stones, pourquoi on a aimé être avec des copains. Et ça, il faut jamais le perdre de vue. Et ce métier a tendance, même s'il le fait pas exprès, à t'extraire de ce noyau-là. C'est pour ça que j'avais mis l'affiche des Beatles derrière. Ah, j'ai vu, c'est l'anthologie, là, j'ai vu. Oui. C'était fait exprès. L'avenir, c'est quoi, Jean-Pierre? C'est alors le projet avec Paul Monnier, il y a des enregistrements des artistes parce qu'on le sait pas forcément. On connaît le chanteur, le showman, mais il y a le réalisateur aussi d'album derrière. Oui, là, je pense que alors j'ai plusieurs projets. Il y a peut-être une suite à l'album que j'avais produit avec Philippe Léotard, puisque j'ai retrouvé des voix intactes où il récite de la poésie. Je suis en train de voir, j'ai fait un premier autour de Lautréamont que j'ai offert à sa famille et je suis en discussion avec Arte peut-être pour une soirée, quelque chose de très particulier ou peut-être même un festival qui aura lieu pas dans le 31 mais pas loin autour de la poésie, tu veux slammer, etc. avec des grands textes comme ça. Bon, il y a ce projet-là, il y a le projet avec Paul qui va continuer avec Paul Monnier, qui s'appelle les mots enfouis. Et ensuite, évidemment, la reprise de la tournée Star 80, puisqu'on a une très très belle demande de la mairie de Paris, on peut le dire, c'est pour le 14 juillet 2022. Et voilà, la maire nous a appelés, puisqu'on avait déjà fait Bercy avec elle pour tous les bénévoles qui avaient nettoyé le Bataclan après les attentats, et elle s'en est souvenue, ça c'est plutôt bien chez les politiques. Elle aimerait évidemment, avec TF1, ça serait retransmis, on devrait faire avec des invités, mais enfin avec cette musique festive et cette musique de fête nationale retrouvée, normalement le 14 juillet 2022. Et super. Le début d'un redémarrage. Ça, bon. C'est les projets, Inch'Allah. C'est le scoop, d'accord. Et Jean-Pierre, le ukulélé, il est par là ou pas? Non, mais j'ai une guitare, tiens, c'est le bureau. Comme de par hasard. Je suis dans le bureau de mon épouse et
de temps en temps. Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Ah ben, je sais pas, qu'est-ce qui te passe par la tête Disparu, un bout de disparu. Allez. La mer qui meurt dans le port me rappelle la chanson que tu chantais hier encore au soupir des bandoneons. J'ai questionné tout le monde autour de moi, mais c'est la même réponse à chaque fois. Je n'arrive plus à dormir dès que l'on sonne. J'ai peur de voir revenir les hommes en Ford Falcon. Disparu, tu as disparu, je t'ai jamais revu. Merci Jean-Pierre, c'était un plaisir. Merci. Bonne rentrée à tout le monde. Ciao. Bye bye. Cœur disparu. Tous en cœur disparu. Voilà, on retourne sur le plateau du Facebook Live en direct du stade Ernest Vallon avec, si c'était possible, avec la technologie de demain, de sentir ce qui se passe ici. Regardez ce qui est en train de mijoter. Est-ce que vous entendez le son? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que Stéphane Garcia, le chef de la brasserie du stade, est en train de préparer? Bon, Stéphane, c'est bien joli de nous allécher, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, donc là, on a pratiquement lancé toute la cuisson du haricot, donc avec de la saucisse de Coine, du pied de porc, du jambon. On a préparé aussi un sendou à base d'ail qu'on rajoute à l'intérieur, des oignons, des carottes. Donc tout un bouquet garni. Donc ça fait 9 jours que vous travaillez, c'est ça? Une journée déjà, c'est bien. C'est ça. Depuis ce matin. Donc oui. tout ça mijote. Et donc là, j'ai attaqué la cuisson de la viande de porc qu'on a mis un peu à rossir avec de la graisse de canard. Tout ça est très light, hein? Oui. Tout va bien, oui. Et des oignons. Donc voilà, je suis en train de finir... Du légume. Un peu de légumes. Voilà, oui. Donc je suis en train de finir ma préparation de viande que je vais rajouter dans ma cuisson des haricots. Oula. Et donc, les deux vont mijoter ensemble pendant deux bonnes heures. Alors le principe avec le cassoulet, je crois aussi, c'est de le laisser mijoter longtemps, souvent. Alors, ça nous, on le fait en 2 étapes. Donc on commence sur un matin, on laisse mijoter à feu très doux sur une plaque de cuisson. Jusqu'à le lendemain. Le lendemain, à peu près jusqu'au lendemain après-midi, il est toujours là. Jusqu'à qu'on puisse le mouler. C'est un travail au long cours, le cassoulet, quoi. Ah, c'est vrai, ouais, c'est un travail, ouais. C'est pas de non, 8h à midi, on peut pas faire un cassoulet. Non. Il faut vraiment aimer faire ça, avoir le temps, pour avoir quelque chose de très mijoté, de très goûteux. Justement, la cuisson longue permet d'avoir tous les éléments qui se mélangent, qui s'additionnent. Et donc, ça fait un fondant, non? Ah là, après le jus qu'on va avoir dans ce cassoulet, donc est un jus de viande qu'on a fabriqué nous-mêmes, va donner donc la liaison de tous ces ingrédients. Bon, allez, ça suffit, j'ai presque envie de prendre la cuillère et de goûter tout ça. On se retrouve tout à l'heure, hein, Stéphane. Merci, ça continue à mijoter, à se préparer, et vous verrez le résultat tout à l'heure. C'est pas mal. Et puis, pas que olfactivement. La suite pour nous, c'est encore une vidéo avec les gens qui connaissent le territoire par cœur, la Haute-Garonne par cœur, mais Toulouse en particulier. Vous allez voir, ils sont sur le terrain, ils sont nombreux à apprécier la ville et on les a pas payés, je vous assure. Vous allez voir beaucoup d'étudiants qui ont je crois, une façon de catégoriser les lieux de vie et de fête par rapport à la bière. Vous allez voir, c'est très intéressant. On se retrouve dans quelques minutes. Capitole, il Saint-Sernin. Ouais, au centre-ville, autour du Capitole, il y a plein de petites rues sympas à aller voir. La basilique, la place Saint-Étienne, elle est trop belle. Vraiment, même à l'intérieur, c'est trop beau. Le couvent des Jacobins. La basilique Saint-Sernin. Le Cardinal au centre-ville, c'est une grande terrasse, on est sur la place Wilson. Moi j'aime bien ma biche sur le toit, c'est un rooftop. Alors l'Embargo, c'est un restaurant vegan. Le Petit Voisin, c'est difficile de trouver une place mais c'est vraiment le meilleur rapport prix-bière. Moi j'adore le Wallace, très basique. Et moi l'Entrepote, très basique. Mais déjà pour ceux qui aiment le vélo, il y a eu un gros effort de fait question piste cyclable. Tous les arbres, la voie verte, on peut contourner Toulouse pratiquement en vélo.
vers Pêche David, il y a un super point de vue et magnifique. Déjà se balader tout court, déjà il y a de quoi faire à Toulouse, comme on a dit les quais de la Garonne, il y a aussi même quand ça s'appelle le canal du Midi, c'est super sympa pour aller faire un tour là-bas. Les parcs là où on est, où il y a le musée juste à côté d'histoire naturelle aussi qui est vachement sympa. En parc, il y en a plein à Toulouse, il y a le jardin japonais qui est super beau. On va faire le tour du centre-ville aussi, de la vieille ville à pied ou à vélo, tout ça aussi c'est sympa aussi. Ici, le jardin des plantes. Jardin des plantes, jardin du Grand Rond, jardin japonais. C'est le jardin des abattoirs. Soit le jardin des plantes, ou après la ramée, mais je sais pas, c'est plus loin. Je sais pas si ça s'appelle. Celui qui joue, Ah, Pêche David. Ouais, Pêche David. Moi, ce serait Carme. Palais de Justice Saint-Michel. Carme, c'est un très beau quartier. Saint-Aubin, parce que le marché du dimanche, il est trop bien. Saint-Cyprien, c'est magnifique. Le quartier que j'aime beaucoup du vécu, c'est le quartier du Muscat. Esquirol, je pense. Architecturalement parlant, c'est un très joli quartier. Il y a de bons restaurants, de bons bars. Ouais, 8 et 10, ouais. Je dirais 7, 8. Moi franchement je mettrais 8 ou 9. Moi je suis un mec assez écolo, je travaille dans un biocoop donc ça me tient vachement à cœur l'écologie. Donc un bon 7 ouais. 7, je mettrais 7 je pense. Oui, parce que déjà la voile c'est assez... C'est le sud, venez, c'est cool. C'est bonne ambiance, les gens ils sont sympas. Vous repartez avec un petit accent du sud quand vous êtes du nord, ça fait du bien, ça change. Il y a du soleil. Et non, vraiment, il y a plein de trucs à faire, c'est une ville vachement sympa. Donc venez et vous verrez par vous-même. Faites des rencontres, les gens à Toulouse sont hyper ouverts, hyper avenants. On sent vraiment qu'on est dans le sud. Ouais. L'accent toulousain. On a la possibilité de pouvoir aller ou vers la Méditerranée ou vers l'Atlantique, traverser les Pyrénées pour l'Espagne. Ah ben venez me rencontrer, je suis un mec super cool, hein. On peut se croiser, ça peut être sympa. Venez à Toulouse, c'est magnifique, c'est souriant, il y a le soleil. Moi qui ai vécu à Lyon, franchement je préfère Toulouse 1000 fois. C'est plus petit, c'est très cliché, plus sympa, c'est chaleureux. Franchement Toulouse c'est la meilleure ville, que vous soyez étudiant ou en famille ou etc. Peu importe franchement, que vous soyez tout seul ou à plusieurs, Toulouse c'est super et vraiment vous pouvez, peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez à Toulouse. En plus il fait beau. Le Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme se déroule tranquillement dans l'enceinte du stade Ernest Vallon. Vous l'avez vu, le rapport prix-bière, j'ai trouvé ça sympa. Je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Et c'est une légende, les étudiants ne boivent pas du tout à Toulouse. Je pense à Ludovic Davio, c'est une légende. Raisonnablement. Oui, c'est ça, bravo, le joli mot. Élodie Fuentes, ravi de vous accueillir. Vous êtes représentante de la société Les Bateaux Toulousains. C'est ça, oui, voilà. tout à fait. Et comme ce monsieur Ludovic Davio, vous trouvez sur l'eau vos activités. C'est ça, oui. Hein, sur la Garonne, le canal. Le principe, c'est de se tirer la bourre ou... Voilà, c'est ça, c'est de couler. On se fait des petits coucous, des coups de corne de brume. L'ambiance est bonne, vous le voyez même dans le domaine professionnel, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos activités? Elles sont différentes, mais complémentaires. Et puis elles amènent aussi à des collaborations, je crois. Oui, déjà ça fait différentes activités sur le plan d'eau de la Garonne, ce qui permet d'animer la ville et de la rendre plus vivante, de refaire vivre la Garonne et de faire découvrir le fleuve aux Toulousains. Élodie avait sa société, nous on a la nôtre Gragnota, et ensemble on a monté une autre activité qui s'appelle les caboteurs cette année. Et c'est une nouvelle offre de bateaux électriques qui complète les gros bateaux des bateaux toulousains et nos petits kayaks. Alors qu'est-ce que c'est les gros bateaux dont il parle? Des paquebots comme à Venise? Non, c'est des bateaux à passagers. Donc on peut accueillir jusqu'à 150 participants sur un bateau. On a Petit joueur, hein, lui. 4 bateaux. On a deux bateaux de 150 passagers qui sont destinés à faire des petites balades sur la Garonne et le canal. On a une petite gabarre en bois qui reste uniquement sur le canal du Midi. La gabarre, on peut expliquer, c'est un bateau typique Oui, en fait, c'est une ancienne barque de poste qui a été transformée en bateau à passagers et qui est très jolie, tout en bois, assez typique et qui reste sur le canal du Midi. Et on a un dernier bateau qui a été transformé en bateau-restaurant qui s'appelle Horizon et qui aussi partage la Garonne avec toutes les autres activités.
D'accord. Alors, ces activités, il faut qu'on en parle, Ludovic. Graniota, qu'est-ce que ça veut dire, Graniota? C'est la grenouille en occitan. D'accord. Ah bah voilà, on est pile dans l'imagerie locale avec une inspiration forte parce que l'occitan ici, c'est quelque chose d'important aussi. Hein. Bah nous, on vient de Bourgogne, mais du coup, on est resté là. Alors, on voulait trouver un ancrage un peu meilleur et on a joué le jeu. On a pris un occitan. S'insérer, quoi. J'ai exactement. bonne initiative. Graniota, donc, c'est vraiment du petit format, on va dire. Bah, du petit format, oui et non. En fait, on a des activités en ville à Toulouse en canoë pour découvrir la ville depuis l'eau, et on a des activités en nature dans la réserve naturelle, donc qui arrivent jusqu'à Toulouse en fait. Et on peut accueillir jusqu'à 200 personnes par jour sur les kayaks. Donc même si on n'est que 1 ou 2 par kayak, l'air de rien, ça fait du monde sur l'eau dans la journée. Et après, chez les caboteurs, on a 8 embarcations. Et on peut faire 50 rotations par jour pour accueillir jusqu'à 200 personnes par jour sur les bateaux électriques. Donc c'est assez chouette quand même. Ça crée concurrence. Non, pas vraiment, c'est complémentaire. Oui, c'est ce qu'on me disait. Il y a aussi une activité autour d'une autre forme d'embarcation, c'est ça? Ouais, le paddle. Oui. Ouais, on a quelques paddles monoplace et un paddle géant, donc ça permet de faire une autre activité un peu plus sportive pour le paddle monoplace. Et le paddle géant, c'est surtout très ludique, ça permet aux gens d'être à plusieurs, de se marrer un petit peu, et ça reste stable jusqu'à 8 personnes. Oui, et 8 déjà c'est n'importe quoi, et 4 ça va, mais 8 on tient? Non mais si vous venez chez des pros comme nous, avec un bon briefing, ça roule. Hein. Je me méfie des pros comme lui. Et j'ai entendu parler de 15 aussi. Ouais, mais ça c'est quand on est entre nous avec les moniteurs. D'accord, voilà. D'accord. Vous, on rigole pas, on est sur l'eau, on est stable, on est là pour découvrir la ville. C'est ça, oui. On découvre le cœur historique de la ville. Donc nous, on n'a pas Thomas Pesquet, on a la Grave sur la Garonne, qui est quand même le monument le plus photographié à Toulouse. Et c'est vrai que les touristes viennent pour découvrir le cœur historique, passer une écluse et découvrir aussi le canal. Et on est sur un monument classé UNESCO là aussi sur le canal. C'est ça, le canal du Midi est classé, oui. Ouais. On nous pose une question sur internet, Ludovic Davio. À partir de quel âge le canoë, on peut venir en barboteuse ou pas? Non, du tout. En nature, là où il y a de l'eau vive, à partir de 7 ans, en sachant nager obligatoirement. Et de toute façon, les parents ils signent une décharge pour s'assurer que nous on s'assure que les gamins soient bien dans les clous. Et en ville, sur l'eau, sur le plan calme, surveillé par le Zodiac avec le moniteur diplômé en secourisme, c'est 5 ans. D'accord, donc on fait pas n'importe quoi avec vous. Hein. Ah non, pas du tout. Malgré le sourire, il y a quand même un sérieux et puis un savoir-faire impressionnant. On va vous retrouver tout à l'heure. Je vois qu'on peut faire des cadeaux, on peut offrir une carte cadeau pour une découverte. Ouais, vous pouvez offrir des cartes cadeaux qui sont valables 1 an ou 2 ans selon ce que vous choisissez pour toutes nos activités. Et c'est l'occasion, fête des mères, fête des pères, cadeaux de Noël. Tout est facile sur le site internet en ligne. Il est fort, hein. Chez vous, c'est pareil? Chez nous, c'est pareil. Nous, on peut accueillir des participants de 0 à 99 ans. Paf. Voilà. Et là, on a quand même développé un nouveau produit destiné vraiment, pour le coup, aux enfants. Oui. La croisière pirate, un jeu d'énigmes qui a été quand même réalisé aussi en partenariat avec Graniota, puisqu'on essaie de travailler ensemble. Et donc, c'est un jeu sur le thème pirate avec des énigmes voilà, sur le bateau. Donc on découvre au fil de la balade. C'est ça, en fait, il y a toute une bande sonore qui a été réalisée. Donc c'est un pirate qui explique une histoire. Il faut le coffre du capitaine a été volé. Donc le but c'est de retrouver le coffre du capitaine et les enfants essaient de résoudre les énigmes les unes après les autres. Voilà. À partir de quel âge? Alors à partir de 6 à 11 ans, il faut quand même savoir un minimum lire. Puisqu'il y a tout un livret qui va avec. Ludovic peut participer? Oui. Et en m'accrochant, si je m'accroche, j'y arrive. On attend qu'ils viennent tester la balade, mais... Ouais, Ludovic, les nouveautés, on est sur le canoë, sur l'autre activité? Le paddle et le bateau électrique, oui. Ouais. Il y a d'autres velléités d'extension, de propositions peut-être chez vous? Là déjà, temporairement, la Garonne, elle est passée d'un stade où elle vivait pas beaucoup, où c'est compliqué de travailler ici, de s'installer sur la Garonne. Du coup, là, tous les acteurs, on s'est un peu fédérés, on a échangé pour que tout se passe bien sur le plan d'eau. D'ailleurs, on remercie les collègues du ski nautique et de l'aviron aussi, qui ont adapté un peu leurs pratiques et leurs circuits pour que tout se coordonne. Et là, après un premier million de saison, on est content, il n'y a aucune accidentologie, tout roule bien. Donc l'objectif, c'est de gonfler en volume et en activité, mais en faisant en sorte que ça roule pareil, quoi. Bon, on ne l'a pas dit en introduction, mais vous avez obtenu un joli label, je crois, non? Ouais, qualité tourisme Occitanie, on est content. Pas rien, super quoi. Content, ouais. Ouais, elle l'a pas, Elodie.
Non, mais il pourrait. Il pourrait, ouais. Ouais, c'est vrai que bonne réputation, les bateaux toulousains. Il est sympa. Oui. Mais moi, j'essaye de faire les choses bien parce que j'ai senti des tensions. Je sentais pas l'ambiance. Absolument pas du tout. Les bateaux toulousains, il y a vraiment, oui, un accueil du public aussi très simple et ouvert, avec l'option de découvrir la ville au plus près, parce qu'on est, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, on est au cœur de la ville. Hein. Exactement, oui. En fait, on a 2 périodes. De mars à juin, on est principalement sur le canal du Midi, au départ du port Saint-Sauveur, et de juillet à octobre, au départ du port de la Dorade, donc dans le quart historique. Voilà. Oui, très bien. Bon, on va vous remercier d'être venu nous rendre visite sur ce live et très heureux d'avoir fait la découverte de vos activités qu'on vous invite à faire. On est en train de me préparer une surprise, je crois. Allez-y, voilà, allez, on y va. Hop là, j'ai réussi, ça va, hein, pas mal. Hein. On pourra essayer aussi tout à l'heure un plaquage, mais on n'a pas le droit d'aller sur la. Oui, on va voir avec Jean-Marie. Oui, il viendra nous expliquer les plaquages, Jean-Marie Cadieux, et je pense que je vais souffrir. De toute façon, c'est mon destin. Merci beaucoup Ludovic, merci Elodie, on était ravis de vous accueillir. Et on va maintenant découvrir le regard de nos 2 amis Jean et Clem, 2 vlogueurs qui chaque semaine prennent la route et parfois le drone et puis une caméra pour découvrir au plus près le territoire. Voici Toulouse, 2 passeports, un baluchon. Jean et Clem, à tout de suite. Hello à tous. Salut. Nous, c'est Jean et Clem, alias 2 passeports, un baluchon. Haute-Garonne Tourisme nous a proposé de sillonner le département. Alors on est parti à bord de notre bolide pour vivre de nouvelles expériences. Entre fou rire, galères, découvertes et rencontres, on vous emmène avec nous dans toutes ces aventures. Hello à tous. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une manière un peu différente de vous montrer un endroit. On habite à Toulouse et on va vous montrer un peu les petits endroits qu'on aime faire ou qu'on conseillerait pour visiter cette belle ville qu'est Toulouse. On vous amène de suite avec nous. C'est parti! Allez, go! Pour débuter, on peut vous parler de Saint-Cernin et de ses nouveaux aménagements. Très agréable pour passer une bonne fin de journée. Impossible de ne pas évoquer les bords de Garonne. Rendez-vous immanquable des Toulousains pour aller faire son footing, boire un verre ou aller pique-niquer le soir. Il est même possible de réaliser des activités nautiques. Nous, on adore. Il y a aussi l'écluse sur la pointe du Ramier, avec possibilité de s'y restaurer et une très belle vue sur toute la Garonne. La place du Salin, quartier des Carmes, typique et ombragé, l'endroit parfait pour aller faire une partie de boule entre amis. Place de la Trinité, l'endroit immanquable pour aller boire un coup. Et toutes les petites ruelles, quartier des Carmes, que l'on adore aussi. La place Salingro, proche du Capitole, pour aller boire un thé ou un café. On aime beaucoup se balader dans le quartier Saint-Étienne, une petite ville dans la ville, avec ses belles ruelles, son quartier calme. C'est vraiment un immanquable de Toulouse. Et bien sûr, les jardins du Grand Rond pour pique-niquer et prendre l'air. Maintenant que la petite balade en ville est terminée, on va vous amener manger avec nous dans un petit endroit qu'on apprécie fortement. Ça s'appelle Campagne. Allez, suivez-nous. En fait, quand l'histoire a démarré il y a 3 ans maintenant, on est 2 familles de la campagne autour de Toulouse. Quand on va dans ces lieux-là, on mangeait des bonnes charcuteries et des bons fromages. Et on s'est dit pourquoi pas les amener à Toulouse, dans un lieu en centre-ville pour en faire profiter à tous les Toulousains. Le soir, on fait charcuterie et fromage sous forme de tapas. Le midi, on fait maintenant un menu du marché, donc avec un entrée plat dessert. On travaille toujours avec des produits locaux, que ce soit sur le soir ou le midi. C'est juste que c'est présenté différemment. Légumes, pain, charcuterie, tous les produits, on essaie de travailler le maximum en circuit court. Vers la buvette, alors là pour le coup, buvette. Qui est juste là-bas. C'est là-bas, c'est à 20 mètres. C'est un bar, toujours dans la même ambiance, en travaillant des bons alcools, des bons produits, que ce soit sur les sodas, les alcools, les vins, on travaille dans une démarche
local au maximum. On a aussi une petite carte de tapas très différente de celle de campagne. C'est des tapas plus cuisinés, ça va être des burrata, hot dog, des houmous, du lauragais. Et le midi, on fait des sandwichs et des salades à des petits prix pour notamment toucher les étudiants. Un mot pour la fin, écoutez, nous on est ouvert tout l'été, on ne ferme pas. Vous pouvez réserver via les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ou en appelant au téléphone à campagne. Très présent sur les réseaux sociaux campagne. Ouais, c'est ça. Avec un peu d'humour. N'hésite surtout pas à aller faire un tour sur notre blog et à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, à bientôt! Merci de nous rejoindre en direct sur Facebook, en direct du stade Ernest Vallon à Toulouse avec de nouveaux invités que je vais vous présenter tout de suite avec Meritxell Baldello de l'Office de tourisme de Toulouse qui va évoquer les multiples pistes d'intérêt culturel, patrimonial qui arrivent dans les jours à venir. À votre gauche, Sébastien Marty que je présente tout de suite qui est éditorialiste et responsable des éditions Haute-Garonne d'un journal qui s'appelle La Dépêche du Midi que j'avais pas préparé, tiens le voilà, on en reparlera tout à l'heure en détail. Sébastien, merci d'être avec nous tous les deux. Et puis merci également quelqu'un que je connais, Ludovic, on s'est déjà vu non? Il n'y a pas longtemps je crois, hein, Ludovic Davio qui est là pour Graniota et on va évoquer une autre partie de vos activités. Et puis quelqu'un qui passe dans le cadre, ça va oui, Jean-Marie Cadieux qui est ancien deuxième ligne du stade et qui a participé à l'équipe de France de pétanque, je crois, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, et les compétitions se passent bien depuis. C'est évidemment une bêtise. C'est le rugby hein, qui nous occupe avec Jean-Marie. On va évoquer votre carrière, Jean-Marie, et puis aussi, avec le micro peut-être, le rôle d'ambassadeur de Haute-Garonne. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Effectivement, je pense que c'est un peu comme en tant qu'ancien joueur du Stade Toulousain, puisqu'on est au Stade Toulousain, c'est un peu ce qu'on a vécu dans l'engagement d'une équipe. Hein, c'est qu'on se sent investi d'une mission, puisqu'on a été choisi, donc c'est bien, on est fiers, et on essaye de défendre effectivement ce département de la Haute-Garonne qui est immense d'une part, et surtout, j'ai appris ça, il avait quand même 14 sommets à plus de 3000 mètres. Moi j'avais fait le Perdiguer à 3222 mètres, c'était une performance pour moi. Et, pourquoi il y avait un problème de stature, de poids non, pas du tout. J'étais plus bête à l'époque. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Alors moi je suis corrézien, mais ça fait quand même 40 ans que je vis à Toulouse. Vous acceptez. Et forcément, je me dois de défendre ce département. Le Stade Toulousain, forcément, est un des vecteurs de ce département et participer à la mise en lumière. Et après maintenant, nous en tant qu'anciens, on se concentre sur la randonnée notamment, et on aime bien. Moi, j'aime bien pêcher et j'aime bien aller au bord de la Garonne. Donc vous êtes au paradis, et au calme. Il y a de l'eau, il y a les montagnes derrière, c'est pas mal. Sur un département, c'est fabuleux. C'est ça, vous exactement. Beaucoup, vous allez où dans les Pyrénées, sur la partie moi, j'avais fait le Perdiguer, c'est ça, et les Pyrénées, Luchon, la vallée d'eau, tout ça, Perros-Sourdes et compagnie. Voilà, Hospitalet. Ludovic, on pourrait l'embarquer sur une de vos jolies barquettes ou pas? Ouais, il n'y a pas de souci. On a adapté des kayaks pour les gabarits de monsieur. Donc on a des kayaks qui permettent d'embarquer tout le monde. C'est au-dessus de 120 quoi. Oui, c'est ça, il faut prévoir. Ludovic, vous êtes resté avec nous parce que Jean-Marie connaît la ville par cœur, mais vous aussi, vous la faites découvrir à travers des propositions originales, je crois. Ouais, on propose des jeux de piste qui permettent de découvrir la ville en s'amusant. Ça va d'un jeu de piste pour les familles qu'on peut faire avec les enfants jusqu'à un jeu d'énigmes qui ressemble à un escape game en extérieur et où les énigmes sont très poussées, où c'est même difficile de les résoudre pour que les joueurs aient la satisfaction de réussir quand ils y arrivent. Donc il y a de tout niveau et de tout objectif. Il y a certains parcours qui sont vraiment faits pour découvrir certains quartiers et c'est complémentaire avec les offres de l'Office de tourisme. Oh, bravo, le lien est fait avec Meritxell Baldello de l'Office de tourisme qui est là aussi une merveille, cet Office de tourisme, vous avez tout à disposition. C'était un slogan il y a quelques années, je crois, Toulouse a tout. Et oui, ça l'est toujours, Toulouse a tout, il ne manque que vous. Donc, faut venir, venez. Il faut venir, c'est l'occasion. Tout à fait, en fait, on a un beau site qui est le donjon du Capitole, derrière le Capitole. Vraiment au cœur de ville, près de la place du Capitole. Exactement, juste derrière. Et de là, on peut démarrer une visite, une balade au cœur de ville. Et de là, on peut démarrer une visite. Donc, en effet, nous, on propose plutôt des visites guidées qui sont menées par des guides conférenciers. Et après, on a à peu près 80 thèmes différents. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts.
Oui. On peut venir en famille, on peut être passionné de patrimoine, on peut juste avoir envie de découvrir. Voilà, on en propose à peu près tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais comme il fait toujours beau à Toulouse, c'est oui, pas le problème. Il faut arrêter avec la pluie et le vent. Voilà. Jean-Marie, la ville, vous la connaissez, on n'en a pas parlé, mais vous l'avez parcourue, vous connaissez les monuments ou juste le stade? Forcément, on a parcouru les monuments. Quand on était plus jeune, on s'intéresse moins aux monuments. Aujourd'hui, forcément, on sort un peu moins et donc on sort plus le jour que la nuit, quoi. Oui. Donc on en profite davantage des monuments. De quoi, des monuments, des tables de tout, ça se voit, non? Oui, non, aucun jugement de valeur. Ces derniers temps, on a été un peu privés, donc c'est vrai qu'il faut rattraper. Voilà, il faut rattraper un peu. Absolument. Meritxell, il y a une vaste proposition à Toulouse, culturelle, patrimoniale. Je crois que là, la saison se termine estivale, mais il y a autant de choses qui arrivent. Tout à fait, Pascal. En fait, à Toulouse, on s'ennuie jamais. On ne peut pas venir à Toulouse et dire il n'y a rien à faire. Je crois que ça serait mentir. Ouais. Voilà, ça serait mentir. Ouais. Donc en fait, c'est une ville qui a une offre culturelle très riche. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour dire aux visiteurs qui viennent de se connecter sur le site de l'Office de tourisme. On a une rubrique agenda, on note les dates et comme ça on peut choisir ce qui nous plaît. Mais en effet, à Toulouse, il y a toujours quelque chose à faire, à voir, à manger, voilà. Donc les week-ends sont chargés. Et notamment après la saison estivale démarre la rentrée culturelle et aussi là elle est au rendez-vous et l'offre est large. Oui, là il y a une foule de festivals qui arrivent. Francis Duranton le disait, il y a des expositions mais il y a aussi des rendez-vous cinéma, musique, il y a beaucoup de choses. Tout à fait, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc moi j'avais envie de vous donner quelques exemples mais encore une fois c'est loin d'être exhaustif. Pour les personnes qui aiment l'art contemporain par exemple, il y a le Printemps-Septembre qui fête son 30e anniversaire cette année. Donc il y a à peu près 25 lieux différents qui sont investis. Surtout, il y a des lieux qui ne sont pas en général ouverts au public. Par exemple, moi je vous conseillerais d'aller à la Grave. Ce dôme magnifique qu'on voit de loin, il sera ouvert. Il y aura des artistes qui auront travaillé ou l'Hôtel Dieu par exemple. Alors ça c'est pour l'art contemporain, mais après par exemple si on aime la musique, eh bien, il y a Piano Jacobin. Oui. En fait c'est toujours des festivals très souvent qui vont mélanger un art avec le patrimoine toulousain. C'est vrai que c'est une particularité ici, on a des lieux tellement somptueux, on peut insérer un événement culturel et là le piano est à l'honneur pendant un mois. Exactement, dans un cadre magnifique, oui. Il y a un cloître médiéval. Donc on allie en même temps ce lieu à un art et je pense que c'est la force de l'offre culturelle toulousaine. Le patrimoine est d'importance, donc là aussi quand on vient on peut bénéficier de visites guidées peut-être sur des lieux spécifiques. Oui, tout à fait. Alors nous on fait visiter à peu près tous les lieux, mais c'est vrai qu'on essaye aussi de plus en plus d'ouvrir des portes de lieux qui sont fermés. Alors cette année, on a la chance de faire visiter 2 lieux qui ne sont pas d'habitude ouverts, qui sont en fait le château de Rennery, qui est un château 19e qu'on appelle une folie. Ça, voilà. Et on a la chance aussi de pouvoir rentrer dans les coulisses de la Halle au Grand, qui est une salle de concert assez exceptionnelle. Mythique, oui. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'amener nos visiteurs sur des monuments incontournables, mais aussi de les faire aller vers des endroits qui ne sont pas toujours accessibles au public, mais qu'on a envie de montrer parce que la ville est riche et il faut le faire savoir. La Halle au Grand, mine de rien, c'est un élément fort à Toulouse parce qu'il y a de la musique classique avec l'orchestre du Capitole, mais aussi des artistes français, contemporains. Tout à fait, c'est surtout l'orchestre qui joue, mais on peut y voir d'autres spectacles. Et en fait c'est assez rigolo parce que là le Grand avant était un gymnase et puis avant, comme porte bien son nom, c'était une halle de commerce de grains qui arrivait par le canal. Donc encore une fois on a un bâtiment historique dans lequel on a trouvé un nouveau usage. Et ça, c'est parfait. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir, puisque Francis en parlait. Le château d'eau, qui est aujourd'hui un musée, était aussi avant un château d'eau. Donc il y a beaucoup, les abattoirs sont aujourd'hui un musée. Voilà, Alors, pourquoi on nous pose la question sur Internet? Pourquoi on a appelé ça la Halle au Grain? Et en fait, le bâtiment a été construit pour vendre le grain. En fait, le grain qui poussait dans le Lauragais était transporté par le canal du Midi. Donc, il faut vous imaginer les bateaux qui arrivent du canal du Midi, qui déchargent à peu près au port Saint-Sauveur. Oui. Et le commerce de grain se fait tout simplement à la Halle au Grain. Voilà. Et cette salle, elle va connaître plusieurs épisodes, dont celui d'un gymnase. Et un jour, mais vraiment par hasard, on va découvrir que cette forme hexagonale a une acoustique magnifique.
et hop, on va la transformer. Et Oui. ça, c'est la magie de la ville. Acoustique qui a servi à Pink Floyd dans les années 70. Je ne sais pas, Sébastien, si vous étiez déjà là à cette époque-là ou pas, ou dans le Gers Moi, encore. je suis né en 1971. Oui, donc, ouais, ceci dit, 73-74. Sébastien Marty, éditorialiste, responsable des éditions Haute-Garonne de la Dépêche du Midi. Alors, je l'ai montré, cette dépêche, c'est Elle est très belle. aussi un monument à Toulouse. Elle est belle, mais elle sera encore mieux d'ici un mois, puisqu'on aura une nouvelle formule Ça y est. qui va sortir le 3 octobre. D'accord, avec une nouvelle maquette, avec un léger lifting pour pas non plus égarer nos lecteurs. Les lecteurs. Bon, je le disais, c'est un monument parce qu'elle est là depuis 150 ans. C'est ça, hein, oui. La Dépêche est une vieille dame qui a 150 ans depuis l'année dernière. C'est le plus vieux quotidien français. C'est ça, oui. Et puis c'est aussi une vieille dame qui est tournée vers l'avenir, puisque au-delà du papier, on a aussi une grosse activité sur le numérique, puisqu'on est le 9e site d'information en France, le 2e de la presse quotidienne régionale. Ça clique beaucoup sur le site, hein, c'est vrai. Ça clique beaucoup sur le site, ouais. 50 millions de visites Ouais. à peu près chaque mois. Oui. L'avenir, on le disait, mais aujourd'hui, comment se traite l'information quand on est un quotidien comme ça dans une métropole de 500 000 habitants? Il y a des priorités de sujets, d'attrait? Les priorités de sujet, les priorités sont un peu toujours les mêmes. C'est l'attrait pour le fait divers, pour la politique, pour la belle histoire. Le sport. Pour le sport, évidemment. Ouais. On ne peut pas vivre sans une équipe comme le Stade de Toulouse. Bah oui. Vous dites ça parce que Jean-Marie est par là et qu'il peut nous plaquer en claquant des doigts, c'est ça? Non, c'est sûr que c'est toujours magnifique quand le Stade gagne. Ouais. Ça se répercute sur notre audience, Oui. sur nos ventes. Nous sommes partenaires du Stade et c'est un acteur incontournable de la vie locale, comme la Dépêche. Oui. Qu'est-ce qui fait le sel de Toulouse pour un journaliste, pour une rédaction comme ça? Qu'est-ce qui importe au quotidien? J'ai envie de dire que ce qui fait la caractéristique de Toulouse, selon moi, c'est que Toulouse, c'est la ville un peu indomptable, donc ça remue, il y a du caractère, c'est, comme disait Nougaro, c'est la corne de l'Espagne qui y pousse. Donc nous non plus, comme les Toulousains, on ne s'ennuie pas, un journaliste ne s'ennuie pas quand il travaille à la Dépêche du Midi, il a beaucoup de choses à raconter. La une de demain, c'est quoi? On le sait déjà. La question à 10 balles. Ça va se décider bientôt? Non, mais j'avoue que je ne m'en souviens pas. Non, tant pis, on découvrira ça. Demain, dès 3h du matin, le site est accessible avec le journal en ligne. Par contre, je peux dire ce que sera la une de la Dépêche du cahier départemental, et ça sera consacré à la bonne saison du tourisme. Ah bah super, ça tombe bien. Et on a des chiffres ou des infos ou... Alors des chiffres, pas beaucoup, parce que les offices de tourisme, comme le comité départemental du tourisme, sont en train de les recueillir, mais il y a des premières données, et on sait que pour la Haute-Garonne en particulier, il y a d'excellents résultats. Bon, bonne nouvelle. Et tout à l'heure, Didier Cugive, qui est le président du CDT, me glissait qu'il y avait une progression de 16%, notamment de l'offre dans des réservations dans les gîtes. Je pense que c'est le Facebook Live, Didier, qui a fait cet effet. Je pense aussi. Merci Sébastien, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci Pascal. Pour évoquer la Dépêche du Midi, le quotidien local, et puis peut-être on peut signaler que le dimanche, il y a un numéro spécial, Midi, qui sort, qui est un magazine. Bien sûr, parfait aussi. c'est un magazine qui est un pur produit du groupe Dépêche. Il n'y a pas beaucoup de groupes de presse aujourd'hui qui sortent des produits un peu élaborés comme Midi Magazine. Et c'est une vraie réussite. Et qui a un tirage colossal. Moi, je suis toujours surpris de l'entendre, ce chiffre, puisqu'il est diffusé sur plusieurs titres. C'est ça, il est diffusé sur les titres du groupe, donc la Dépêche du Midi, évidemment, mais aussi Midi Libre, l'Indépendant, Centre Presse, les journaux qui font partie du groupe. Merci Sébastien. Merci Pascal. C'était super de vous avoir. Mérichel, pour terminer, la Dépêche, mine de rien, c'est un acteur fort de la ville. C'est le relais indispensable des activités aussi, ou pas? Et en fait, la Dépêche relaie régulièrement les activités culturelles et touristique de la ville. Donc oui, en effet, c'est un journal et puis ça se voit assez rapidement. Hein. On voit vraiment que les Toulousains y sont attachés et c'est souvent qu'on a en fait des appels en disant oui, j'ai lu ce matin la Dépêche est-ce que vous pouvez me faire une réservation pour? Donc, on dit souvent dans le journal, on dit même plus la Dépêche, à Toulouse, on dit le journal. Oui, voilà, on sait de quoi on parle. C'est un journal qui se visite aussi, on est un monument
monument touristique, Oui. puisque dans le cadre des visites Airbus, on visite aussi du tourisme industriel, Oui. on visite aussi la dépêche du Midi. C'est d'ailleurs impressionnant, hein, la cathédrale de papier, on peut la Absolument. voir. Ouais. C'est un site aussi d'intérêt industriel et puis très étonnant parce qu'on voit le journal se fabriquer de A à Z. Exactement. C'est très, très étonnant. Il y a toujours quelqu'un à la dépêche, Oui. sur 24 heures, et il y a toujours quelqu'un qui travaille à la dépêche du Midi. D'accord, c'est bon à savoir quand on a besoin, on peut appeler, quoi, d'accord. Merci Sébastien, merci Myriam. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour évoquer l'Office de tourisme de Toulouse qui, lui aussi, ne dort pas. Alors un peu le soir, mais c'est vrai qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Oui, voilà, il y a donc vraiment... on peut nous connecter, on peut venir nous voir, on peut nous écrire, on peut nous appeler, et on est là pour aider les visiteurs. Le donjon du Capitole est ouvert, ils vous attendent aussi, n'hésitez pas à venir. Merci messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. Jean-Marie, un dernier mot. Ce plaisir a été partagé. Et on se met à la pétanque tout de suite. Pas là, hein, parce que je crois qu'on a pas la retraite, mais je crois qu'on n'a pas le droit. Merci Ludovic, c'était un plaisir de vous avoir à tous. Merci. On enchaîne avec de la musique. Vous savez, tout se termine en musique chez nous avec Julia Pertuis qu'on retrouve d'ici quelques secondes pour évoquer le festival 31 notes d'été qui se déroule encore jusqu'à samedi 28 août en direct sur plusieurs sites de patrimoine du département, et l'un de ces sites est celui du Château de la Réole où on retrouvera Julia Pertuis qui va nous interpréter un deuxième morceau qui s'appelle, qui est intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Peur que tu m'abandonnes. Qu'est-ce qui va pas, Julia? Et il faut le micro bien sûr que j'ai oublié, que Sébastien m'a piqué, merci. Voilà, c'est du direct, on va y arriver, voilà. Le voici. Peur que tu m'abandonnes, qu'est-ce qui est à la base de l'écriture de ce morceau? Eh ben en fait, je vais faire un aveu, c'est quand j'étais petite, j'arrivais pas à aller dormir chez les autres. J'étais on saura tout ce soir, c'est terrible. Et ce jusqu'à la fin du collège, jusqu'à hier. Non, quand même pas, parce que je me suis retrouvée justement à l'autre bout de la France, de chez moi. Donc je suis arrivée à Toulouse. Non, cette peur est partie, mais en fait c'est un paradoxe, c'est que aujourd'hui, en fait, peur que tu m'abandonnes, c'est un peu un paradoxe entre le fait d'avoir peur que l'autre part, que l'autre nous laisse, donc on part avant en fait, on choisit une vie en mouvement. Compliqué quoi, d'accord. Donc on écoute maintenant. Tout à fait. Merci Julia, tout de suite, on se retrouve. Aujourd'hui, la pluie a noyé mes pensées, indécise face à tant de contrariétés. Toi aussi, tu connais bien cette anxiété. Alors je plante ici les mots gardés. J'ai toujours eu peur d'aller voir ailleurs, d'être seule dans ma vie et qu'on m'oublie, de jamais retrouver ce qui m'est cher. Ça m'angoisse de perdre tous mes repères, mais le temps qui passe en a fait son affaire. Et c'est loin du nid que je me trouve, en domptant ma propre vie de louve. Mais souvent cet enfer ressurgit, et c'est sur toi que je jette mes cris. J'ai peur que tu m'abandonnes,
ait plus personne. J'ai peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. J'ai peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. Oh no, sensation de délaissement, j'attends trop beaucoup d'attention des gens. Alors je bouge, je file l'enracinement. Je préfère choisir une vie en mouvement, mais ça ne m'empêche pas de me bouffer les doigts. Trop de colère, mon corps en crise de contradiction. J'épuise mes nerfs, j'ai perdu la maîtrise, j'ai peur de l'abandon. Je pars avec ce paradoxe. Je pars de peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. De peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. J'ai peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. Peur que tu m'abandonnes. Je pars de peur qu'il n'y ait plus personne. De peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. De peur que tu m'abandonnes, qu'il n'y ait plus personne. De peur que tu m'abandonnes. Julia Pertuis, peur que tu m'abandonnes. Vous n'êtes plus seule. On est là, regardez, il y a du monde, tout va bien. Ça va, je suis pas toute seule aujourd'hui. Merci d'être venue, c'était un plaisir. Merci On se retrouve samedi 11h. Samedi au château de l'Aréole, et je serai accompagnée de Florian Soulier à la guitare. Et aux machines ou pas? Aux machines, exactement. Aussi, Ce sera un set avec 2 parties. Je serai toute seule au début, plutôt acoustique, et après de la prod et de la guitare avec un super guitariste. Et du gros son. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, bravo, parce que tout le monde était subjugué. Et puis, je peux vous dire, pour les tenir, cette équipe, il en faut. Hein, donc, bravo. Merci beaucoup. Et puis, le cadre était chouette. Et vous êtes sur Instagram, c'est ça? C'est en ça. même temps. Et sur Facebook, enfin. Julia Pertuis. Okay. Et Instagram au nom de Julia Pertuis. Et Facebook, pareil. Pertuis avec un Y. Pertuis avec un Y. Attention. Exactement. Ouais. Et des choses vont arriver, des choses vont sortir. Je vais dévoiler mon projet, donc n'hésitez pas à me suivre. Et merci à la Haute-Garonne. Merci beaucoup d'être venue, Julia. C'était un plaisir. Merci, Julia Pertuis, qui sera donc en concert ce samedi. Puis je vous invite à suivre sur les réseaux. Et puis la carrière est prometteuse avec, on le disait tout à l'heure, le prix Nougaro, qui n'est pas rien ici, parce que vous le savez, Claude Nougaro est natif du pays. Et puis on le retrouve aussi dans la ville. On l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on retrouve Claude Nougaro. La maison natale, l'école qu'on entend plutôt dans Haut-Toulouse, et puis tous les lieux de la ville qui sont importants dans cette chanson emblématique. On fait un petit stop ici, c'est ça, avec les publications importantes du CDT, de Haute-Garonne Tourisme, qui permettent de se balader tranquillement dans la nature, de goûter ce qu'il faut. Vous voyez la texture un petit peu de la chose et le problème qui se pose quand on l'a dans l'assiette. On ne peut pas le laisser partir, tout ça, évidemment. Les tables et auberges de France, un guide très utile pour découvrir les bonnes adresses. On en a vu quelques-unes depuis 8 semaines sur ces Facebook Live. Également des brochures très utiles avec les lieux incontournables, et puis aussi la Haute-Garonne secrète, que je vous invite à découvrir, parce que ça sort des sentiers battus et c'est pas que des mots. On est vraiment dans quelque chose de pensé et réfléchi pour vous faire découvrir ce territoire qui vous attend, en fait, hein, comme les oiseaux qui sont là. Vous voyez, ils partent pas. Et puis, je peux vous dire que l'odeur qui se répand partout dans le stade depuis tout à l'heure est impressionnante. Stéphane Garcia, ça suffit cette histoire. Qu'est-ce que c'est encore tout ça? Voilà, ça y est, on arrive sur le résultat. On arrive sur la finition. Ça y est. Voilà, qu'est-ce que ça sent bon. Tout a mijoté ensemble. Donc on retrouve les morceaux de viande, le confit, la saucisse de Toulouse,
tout ce qui est un peu lard. Donc on va mouler tout ça dans notre petite terrine. Alors on appelle ça une terrine ou une cassolette? Une cassolette, c'est ça, ouais. Voilà, ils appellent ça des terrines, cassolettes. D'accord, parce que le mot officiel, je crois que c'est cassole. Hein. Attention. Ouais, attention, soyons précis. Alors après, on organise tout ça sur l'assiette avec un emblème connu, je crois. Ah, l'emblème du Stade Toulousain, oui, ouais, oui. De la brasserie aussi. Bien sûr. Non, après c'est vraiment quelque chose qu'on fait souvent l'hiver et qu'on en est fier. Vous avez une fourchette, on peut le goûter? Non, je rigole. Parce que je crois qu'il faut en laisser un petit peu à tout le monde. On va le goûter après. Oui, j'espère, parce que vraiment c'est très impressionnant. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on met dans chaque cassole? Voilà, donc on a notre échine de porc qui a été confite dans le jus. On a donc nos couanes, on a récupéré notre pied de porc, qu'on a coupé un petit morceau pour rajouter à l'intérieur. Donc là, on y rajoute un peu de jus. Jean-Marie, c'est prêt? On va y mettre notre petit manchon qu'on a confit avant. Donc ensuite, l'idée, j'ai rajouté aussi des saucisses de couane. D'accord, que du light, c'est ça? Que du light. Donc là, on a gardé bien sûr le petit gras. Oui, parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout vous dire. Il faut qu'on rajoute une couche. On rajoute notre petit gras. Qu'est-ce que c'est? De la cuisson. En fait, c'est la cuisson du cassoulet. Ah oui, c'est pas pour rigoler, c'est du gras. C'est le gras de la cuisson. C'est ce qui rend les choses bonnes en fait. Voilà. Donc là, on a fait une petite chapelure maison qu'on va venir rajouter. Voilà. D'accord. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles, non? Chapelure, pas chapelure? Alors moi, j'aime bien. Oui. Je trouve que ça donne un côté gratiné au plat. J'aime bien croquant un petit peu. Ce petit goût du pain. Arrêtez. Donc, vu le temps de cuisson, j'en ai préparé un deuxième. Qui, au final, passé au four. Le voilà. À peu près 20 minutes. Ouais. Après cuisson, résultat. Après 9 jours de préparation. Après une intense travail de... Donc le voilà, c'est ce qu'on a dans l'assiette à la brasserie du Stade. Voilà notre cassolette finie. Voilà. Donc passé, on va déguster. Avec tout ce qu'il faut. Oui, je vous fais confiance et puis je crois que tout le monde a envie, donc on va pas tarder. Merci Stéphane Garcia. Avec plaisir. C'était un grand plaisir de découvrir votre art et puis la table, la brasserie du Stade. Ernest Vallon. Ouais, évidemment, on vous les envoie. Venez goûter tout ça et puis découvrir la brasserie, les plats, parce qu'il y a une multitude de propositions dans les menus. On a des menus, on a des suggestions du jour, on a aussi un passe-croisé avec un chef de la région qui vient faire une recette sur 15 jours. Et un joueur du Stade aussi qui vient travailler avec moi un peu en cuisine. D'accord. Qui vient nous donner un peu son plat signature. C'est une bonne idée ça. Donc c'est le président, Didier Lacroix, qui a lancé ça depuis quelques années. Il y a de vrais cuisiniers parmi les joueurs ou c'est pour, on en trouve. C'est pour rigoler? Alors oui, il y en a qui sont vraiment gastronomes. Ouais. On en trouve vraiment des... Oui, c'est un gastronome, j'en doutais pas. Mais qui mettent la main à la pâte, qui savent servir un couteau, ils cuisinent comme tout le monde à la maison. Bon, bravo. Enfin, comme tout le monde, c'est vite dit, d'accord. Merci Stéphane, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et puis, nous allons conclure l'émission maintenant. Merci pour l'accueil, merci pour le fumet qui est délicieux. Avec peut-être quelques idées de réjouissance au cours des derniers jours du mois d'août. Il y a une foule de propositions culturelles et patrimoniales encore, on en a évoqué beaucoup tout à l'heure, mais je peux vous signaler par exemple le 28 août, c'est-à-dire samedi, l'été de saveurs et senteurs à Fronton, au Château Bellevue. Les 28, 29, 30 août, les dégustations musicales qui sont un concept tout à fait novateur avec 3 propositions dans des propriétés viticoles à Villaudric, Montberon et Launac sur 3 jours. Le 28 et le 29 août prochain dans le nord-ouest du département à Cadour, la fête de l'ail qui est un rendez-vous très prisé sur 2 jours avec une foule de rendez-vous autour de cet ail violet de Cadour qui est une merveille qui agrémente les plats comme ceux qu'on a à côté de nous. Le 29 août également dimanche à Toulouse par contre, Musiques en dialogue au Carmélite avec une thématique autour de La Fontaine, Jean de La Fontaine dont on célèbre les 400 ans de la naissance cette année avec Si La Fontaine m'était chanté à la chapelle des Carmélites rue Périgord au cœur de Toulouse. Ensuite le conseil départemental organise la découverte de la
biodiversité à la forêt de Buzet jusqu'au 31 août, c'est-à-dire mardi prochain. Voilà, un grand merci pour votre attention. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau dans le cadre merveilleux du stade Ernest Vallon pour ce 8e Facebook Live. La semaine prochaine, le 9e avec Villaudric, et puis le dernier épisode se déroulera à Saint-Bertrand-de-Comminges. Il faut que je n'oublie pas de remercier nos partenaires, Fibre 31, Haute-Garonne Numérique, remercier grandement le président Lacroix qui nous a accueillis tout à l'heure très gentiment, l'équipe du stade, Stéphane qui a préparé un plat merveilleux, et puis tous nos invités que je remercie beaucoup encore. Merci à vous d'être venus, c'était un plaisir de vous accueillir. Bravo Jean-Marie pour le téléphone, on avait échappé à ça mais il est très fort, il est arrivé. Merci d'être venus tous, et puis c'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.